Salut chers auditeurs de Level Up, alors simplement pour t'aviser avant le début de l'épisode que la piste de Danny qui nous parle d'Ubisoft Saguenay, on a eu un pépin avec le micro, donc sa captation était très mauvaise, il a fallu monter le son un maximum. Pour une écoute plus confortable, mieux entendre Danny, je vous conseillerais d'écouter l'épisode avec des écouteurs, sinon c'est pas plus grave, vous devriez quand même entendre Danny. Mais on préférait vous présenter l'épisode tel quel plutôt que de ne pas le présenter malgré le pépin. On s'en excuse d'avance, bonne écoute. Bienvenue à Level Up, ton podcast geek. Alors, ici Antoine Rivanin, a.k.a. Détective Nolin, et je ne suis pas en compagnie ce soir de Joe Côté, a.k.a. Joe Coco, qui me donne la parole d'habitude parce que je suis au Saguenay et faute de budget de la production, on n'a pas pu envoyer 2 personnes au Saguenay faire les entrevues. Alors, j'y suis allé seul, mais ça tombe bien quand même parce qu'au lieu d'être 2 avec 2 invités, en fait, on est 4. On va avoir Émile Fortin et Nicolas Filion-Lalancette. Salut les gars. De chez Snow Cone Games. Ça va les boys? J'ai également Alexandre Boudreau de Stratéolab et Monsieur Danny Savard de Ubisoft Saguenay. Alors, salut les gars. Merci de participer à cette émission spéciale où on va jaser en fait jeux vidéo et nouvelles techno parce que Stratéolab, c'est ça, vous êtes pas dans le jeu vidéo à proprement parler, mais plus dans, on va dire, nouvelles technologies, en fait, réalité virtuelle, réalité augmentée également. Et les gars, Snowcone se trouve à être compagnie de jeux indie, votre propre boîte. Danny aussi, tu as fait dans le indie avant d'être chez Ubisoft. Oui, à peu près à la moitié de ma carrière, c'était de l'indie. Ouais. Bon, excellent. Fait qu'on va parler également de ça et d'Ubisoft Saguenay qui a ouvert l'an passé, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. À la bonne heure, tout le monde, c'est un départ pour Level Up. Excellent. Les gars, j'aimerais ça faire un tour de table. D'abord, que vous me parliez un petit peu plus personnellement de ce que votre entreprise fait. Ubisoft, on va y aller dans le plus vaste, mettons. On va peut-être parler de ce que exactement la branche Saguenay fait ici en région. Mais les gars, vous autres, Snowcone, ça a commencé l'été passé, si je ne m'abuse, juillet 2018. Officiellement, oui. En fait, on a commencé, on a fondé notre compagnie en juillet 2018. Par contre, de façon plus vague, on a quand même collaboré au cours de toutes nos études, surtout universitaires. Vous avez été à Chicoutimi dans le coin ici? Oui, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Principalement en jeux vidéo pour nos 3 programmeurs. Puis notre artiste a fait un parcours un peu partout ailleurs. Puis là, dans le fond, vous autres, Snowcone se trouve à faire, c'est de l'indie. Comment vous décririez vos jeux vidéo, en fait? On aime beaucoup les jeux qui sont gameplay en premier, en fait. Je dirais que c'est vraiment les jeux qu'on cherche à premier à avoir du plaisir dans les jeux qu'on crée. On a vraiment, je dirais, notre meilleure capacité, c'est de mettre du charme dans ce qu'on fait puis d'être accrocheur avec les gens qui jouent. Puis c'est la force qu'on met de l'avant dans pas mal tous nos jeux. On n'a pas de style défini. On a quand même fait des jeux en plusieurs styles différents. Il n'y en a aucun qui sont sur le marché, mais par exemple, ceux qu'on a fait pendant les Game Jam puis tout ça, on se limite pas. Un Game Jam, c'est quoi un Game Jam? Ça, c'est la première fois de ma vie que j'entends ce terme-là. Un Game Jam, c'est carrément un concours de développement de jeux vidéo en 48 heures. Donc, c'est de quoi qu'on fait rapide. On fait comme une petite shot de jeu, finalement, qui va compresser un petit peu tout notre ce qui nous représente dans un jeu, puis notre créativité pour faire un petit bébé rapide, mais qui est vraiment le fun en général. C'est un peu l'équivalent il y a un peu ça qui existe en cinéma, le kino, en fait, qui sont des espèces de... Les gens ont un défi de 48 heures pour créer un court-métrage d'une quinzaine de minutes. On parle un peu de la même affaire, mais jeu vidéo. Là. Je pense que ça peut être une très grande ressemblance. OK. Puis vous avez jamais travaillé dans un autre... là, vous êtes chez Stratéolab en collaboration, en fait, sous-traitance, j'imagine, ou employé à temps plein, Alex, le patron, comment tu décrirais ça? Mais on peut dire officiellement que Émile et Nicolas travaillent à temps plein chez nous. OK, parfait. Mais en ayant en plus votre studio, votre pop studio de jeux vidéo. Ouais. Puis dans le monde du jeu vidéo, vous avez seulement été dans l'indépendance jusqu'à maintenant? Absolument. Là, on a tout simplement rentré chez Stratéo puis travaillé on the side sur notre compagnie de jeux à part. All right. Puis toi, Alex,
Alex, on se connaît bien parce que tu es mon beau-frère. Toi, ça fait au moins 4-5 ans, Stratéolab, ou plus, ou moins, ou je suis mêlé? En fait, on est dans la 5e année là, de Stratéolab. Ouais. J'ai démarré ça en 2014. Donc, depuis 2014, ça a évolué beaucoup. Là. Toi, contrairement au gars, tu n'es pas issu de la programmation, c'est ça? Absolument pas. Ça part de où exactement? Ça part à la base de... moi, je proviens du monde de l'architecture. Fait au départ, ce qui m'intéresse... On voit le lien direct. on pourrait me qualifier de geek d'architecture. OK, exact. On peut y aller comme ça. Là. Donc voilà, moi au départ, là, l'architecture, c'est un moyen d'expression aussi, là, tout comme n'importe quelle forme d'art. C'est l'aspect créatif qui m'a attiré dans ce domaine-là, vraiment. Puis, pour être capable d'élaborer mes concepts, j'ai commencé à m'intéresser à la 3D, faire toutes les maquettes volumétriques, faire les aménagements, déterminer les espaces. La 3D, c'est un moyen hyper puissant pour ça. Puis, mon parcours s'est dérivé pendant quelques années parce que j'ai travaillé en design industriel pour une compagnie de murs architectural pendant, grosso modo, à peu près 8 ans. Là. Donc, j'étais en charge de tout ce qui est promotion des produits, recherche et développement, tout ce qui est création R&D de produits extrusion d'aluminium. Et à travers tous ces mandats-là, j'ai exploité beaucoup la modélisation 3D, l'impression 3D, la visualisation, rendering et tout, qui se faisait de façon très traditionnelle à l'époque. Après un certain temps, j'ai décidé de démarrer ma boîte. Mais boîte, t'en parles là, tu voulais carrément poursuivre dans la modélisation 3D au point de vue architectural. On était encore dans l'architecture à ce moment-là. Là. Absolument. Parce que là, de ce que je sais, de ce que tu fais, on t'a dévié quand même, là, on s'entend. On est ailleurs. On est quand même ailleurs. Là. Mais pensais-tu te ramasser là en tombant dans le 3D architectural? Absolument pas. T'as aucune idée que tu travaillerais avec une caméra 360 éventuellement, puis qu'une journée, tu t'amuserais à déballer un Oculus Rift? Tellement, mais tellement pas, là. mais c'est ça. Puis, la visualisation 3D, a pris un détour, là, puis une tangente avec l'utilisation des moteurs de jeux vidéo. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui a fait le pont entre les deux. Donc, au départ, les rendus se faisaient vraiment de façon très traditionnelle. Puis, c'est greffé à moi des modélisateurs qui avaient de la connaissance dans les moteurs de jeux vidéo. Puis, Unreal Engine. Unity. Ouais. Puis, on s'est intéressé au pouvoir de rapidité que ça pouvait nous apporter pour le rendu en temps réel. Puis, venait à travers ça aussi tout un monde de possibilités au niveau des interactions, au niveau de la programmation. Ce qui a fait le pont entre les deux, c'est qu'on a eu une opportunité de faire un projet avec la VR. On s'est intéressé à la réalité virtuelle rapidement parce que ça servait très bien les produits qu'on avait à l'époque. Mm-hmm. Puis, on s'est intéressé, on a eu une opportunité de créer une expérience avec la petite Maison Blanche de Saguenay. Donc, on a remodélisé là, avec du matériel d'archives la petite Maison Blanche du déluge, là, celle qui est pas la petite Maison Blanche des États-Unis. La fameuse qui tient, la fameuse qui tient. Qui d'ailleurs, j'ai remarqué en passant tantôt, il y a de l'eau qui coule par la porte. Ils ont comme installé une espèce de chute pour que ce déluge soit perpétuel. Ça passe constamment dans la maison. Vous avez reproduit la maison en modélisation 3D, en fait. On peut le voir en visitant la maison, si je ne me trompe pas, en réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est pas disponible. Non? Ça l'était ou ça l'est pas encore? Ça l'a jamais été parce que c'est notre initiative. OK. Donc, c'est un projet personnel de c'est notre projet indie. Puis, mais là, tu décrirais ta boîte comment? Est-ce que tu te qualifies encore d'une boîte qui fait dans l'architecture 3D ou on est vraiment plus dans l'expérience? On dira pas multimédia. On va dire immersif. Immersif. Immersif, ouais. Fait que c'est plus comme ça que tu décrirais ta business. Là. L'architecture existe encore dans ta vie, mais on est ailleurs. Là. On est loin. Là. Puis c'est le projet de la petite Maison Blanche qui a tracé le pont entre les deux. Mais vraiment, parce qu'après ça, là, on a rayonné avec ce projet-là. On a eu des contacts avec les musées, avec les sites touristiques qui avaient un intérêt envers ces nouvelles approches-là. Puis c'est ce qui a fait dévier vraiment les activités de Stratéolab. Puis à force des choses, on a eu besoin de programmeurs pour nous aider à accomplir les idées et les concepts qu'on avait là, au niveau des interactions puis au niveau des
la progression, de l'approche un peu plus ludique au niveau de la gamification et tout ça. Là. Donc, c'est là que les gars sont entrés en jeu dans l'entreprise. Puis, l'entreprise est passée d'une business de visualisation à une boîte qui fait de l'interactif, de l'immersif en réalité virtuelle et augmentée. Du narratif aussi, là. Vous avez maintenant des projets qui comportent des histoires. On évolue dans quelque chose davantage que visiter une maison virtuellement faite. Exactement. Puis là, c'est ça, c'est joint à nous Gérald, là, qui est un autre acteur dans l'équipe qui œuvre au niveau de la scénarisation. Là, vous êtes combien? 6, 5? On est 5 permanents et quelques autres qui gravitent alentour de temps à autre. OK. Puis toi, Danny, tu as travaillé, là, tu étais chez Ubisoft depuis l'ouverture à Saguenay? Oui. Puis tu as été chez Ubisoft à l'époque que tu me disais à Montréal, pas à Québec, Montréal. Montréal, il y a 15 ans que je suis parti de la région parce qu'il n'y avait rien dans les jeux vidéo, là, que tu n'avais vraiment pas le choix d'aller à Montréal. Puis même Québec, ça commençait là, il y a 15 ans. Ouais, ben moi, tu vois, je viens de Québec, puis j'ai vécu quand j'étais à Québec les débuts de l'arrivée de Ubisoft. C'est CGI aussi que tu me disais, Alex, qui s'était installé. Un peu la même affaire qui s'est passée à Saguenay, si j'ai bien compris. Ubisoft et CGI se sont installés également. Fait que pour devenir le pôle régional des nouvelles techno. Mais tu as eu tes studios indépendants toi aussi pendant un bout de temps. Là. Est-ce que tu as été avant Ubisoft dans ton propre studio indépendant ou tu as été chez Ubi puis tu as créé après ça ta propre affaire? J'ai commencé à Montréal chez Ubisoft. Puis après ça, je suis revenu en région parce qu'il y avait 2 petits studios. Il y avait un studio qui avait ouvert. Fait que j'ai pris l'occasion pour descendre dans le fond au Saguenay parce que je venais juste d'avoir un kid. Fait que, tu sais, disons que ma copine, Montréal, c'était pas. Vous étiez les deux d'ici, en fait? Oui, on était les deux d'ici. Puis aussi avoir un enfant, c'est cool quand les grands-parents sont proches. Oui, puis Montréal n'est pas la même game au niveau. Tu sais, t'as pas un terrain. T'as pas 200 acres pour faire courir le chien, mettons. Non, exactement. Faut que tu reviennes dans ton appartement mal climatisé. Alors, excellent. Mais là, tu es revenu à Saguenay depuis une dizaine d'années. Oui. Écoute, moi, je me fiais à l'âge de mon fils pour savoir que ça fait combien de temps que je suis revenu. Là, parce que justement, quand il est né, je suis revenu dans le coin. Fait que oui, ça fait 10 ans que je suis dans la région. J'ai travaillé dans 2 studios qu'il y a eu ici, Indie. Qui était de petite taille. Puis après ça, est-ce qu'ils existent encore, les deux? Non, ils ont fermé. Un après l'autre, justement. C'est pour ça que j'ai changé de compagnie. Puis la dernière, c'est vraiment moi qui ai décidé de... je pense que je suis rendu là. Je vais me starter de quoi avec nos propres idées. Puis, fait que c'est ça. J'ai starté mon studio. Puis quand Ubisoft a ouvert ici, c'est comme mon premier coup de cœur. Moi, je suis parti de Montréal. C'était pas Ubisoft que je quittais. C'était la ville. Ouais. Fait que là, d'avoir le mix des deux... la région, plus les AAA, les gros projets d'envergure, j'ai pas eu le choix. J'ai vraiment embarqué tout ça. Excellent, mais là, ça m'amène déjà à ma première question par rapport à Ubi. La branche Saguenay, comme là, tu sais, avec... je sais que Québec a travaillé principalement... C'est le studio principal qui a fait Odyssey, oui. Assassin's Creed. Là, la branche Saguenay, est-ce que vous trouvez à aider différents studios déjà à travers le monde pour compléter leur projet ou ils vous ont déjà donné vos projets? Là, je te demande pas des scoops, mais est-ce que la boîte est principalement créée pour épauler des studios déjà existants ou c'est dans l'idée d'éventuellement vous confier un 3A ou une grosse production, en tout cas, à tout le moins, qui va être entièrement conçue par Ubisoft Saguenay? Dans le fond, il faut y aller par étapes. C'est comme le studio de Québec, ils n'ont pas commencé tout de suite avec des trucs là. Fait que, puis aussi avec la taille du studio, comme on a une cinquantaine, on peut pas se lancer dans un Assassin's Creed comme ça. On parle de combien d'habitude pour soutenir un jeu de cette taille-là? Écoute, c'est difficile à nommer parce que je pense que Odyssey, il y avait au-dessus de 5 studios qui participaient. Okay. Mais tu sais, on parle de 500 personnes. OK, minimum. Fait que, on n'est pas encore équipé pour starter ça à Saguenay, mais oui, on fait des collaborations. Justement, Odyssey, on a du monde qui a travaillé dessus. Okay. Là, dernièrement, ils ont sorti un tool pour faire des quests dans Odyssey. Ouais. Il y a eu une bonne participation aussi du Saguenay là-dessus. OK. Mais est-ce que Ubi, as-tu beaucoup de studios comme ça dans des moins grands centres? Là? Parce que même Québec, à la limite, n'est pas une immense ville, ni un grand pôle technologique, ou c'est parce que le Québec, en tant que tel, est très fort au niveau du jeu vidéo? Parce que je sais que Montréal est une des plaques tournantes du jeu vidéo dans le monde, mais... pourquoi Saguenay, en fait? C'est la question que je me demande. C'est qu'est-ce qui a amené Ubisoft à s'installer au Saguenay? Parce qu'il existe probablement une multitude de villes européennes qui auraient pu accueillir l'équivalent, j'imagine, mais ils sont pas basés partout, là, je peux pas croire. Il y a au-dessus d'une 30aine de studios dans le monde. Mais normalement, tu as raison, c'est tous des grands centres. Ici,
ce que je vais dire est mon opinion personnelle. Oh, mais vas-y, alors toi, l'opinion personnelle, on est là pour ça. Non, mais principalement parce que, oui, au Québec, on est vraiment réputé pour les jeux vidéo. Tous les grands studios sont venus s'installer à Montréal. Là, de plus en plus, ils débordent vers Québec parce que la compétition, c'est hyper difficile d'aller chercher des employés à Montréal parce que le marché est complètement saturé. Fait que là, après ça, ils sont allés à Québec. Puis Saguenay, ben, honnêtement, c'est vraiment Lucac avec son programme de jeux vidéo. Qui fait que, tu sais, ils sont venus se coller direct à la source. Fait que c'est beaucoup plus facile le recrutement, principalement les programmeurs, étant donné qu'on a un super bon bac qui est connu. Puis dans tous les concours Ubisoft, Lucac a une super bonne représentation. Fait que, ils sont vraiment venus proches des ressources pour justement pouvoir staffer, parce que c'est très, très difficile. Là. Tous les studios en manquent de ressources. Nous autres, on chiale qu'on manque de ressources, mais on se rend compte que c'est partout. Toutes les compagnies... OK, fait que c'est le fait d'avoir des programmeurs formés ici dans le coin puis qui vont probablement chérir le fait de vouloir rester en région pour l'intérêt de s'installer dans le coin. Ce qui est probablement pour vous... est-ce que ça encourage une décision de vouloir se baser au Saguenay, les gars? Ou on évalue toujours la possibilité de s'en aller à Québec ou Montréal pour le jeu vidéo? Je dirais en fait que pour l'instant, on est installé à Saguenay puis on aimerait ça y rester. Faut dire que la décision de 4D Snowcone, ça vient de plus tôt encore que l'arrivée d'Ubisoft à Saguenay. On a été fondé après eux, mais par contre, ça fait longtemps qu'on y pensait. On attendait seulement la fin de nos études, justement. Mais non, je crois pas pour l'instant qu'on souhaite aller ailleurs. On est vraiment quand même assez petit comme studio. On est 4 personnes qui travaillent, donc... en fait, il y en a 1 ou 4 qui est à Québec. Fait qu'on peut déjà dire qu'on est d'une certaine façon installé à Québec. Vous avez un pied dans la porte. Oui, mais en tant que tel, on reste ici au Saguenay. Puis l'objectif, c'est d'y rester à long terme. Mais je crois aussi que le marché du jeu vidéo permet aussi, étant donné qu'il est digitalisé, nous permet beaucoup d'être où ce qu'on veut finalement. Pour le pratiquer d'un peu n'importe où. Exactement. Tant que tu as ton équipe, en fait, ton studio, peu importe où il est basé. Exact. Une connexion Internet. C'est ça. C'est tout ce qui est nécessaire. Est-ce que tu dirais, Danny, que sur 10 ans, mettons, la possibilité de le faire à l'extérieur des grands centres, c'est facilité ou ça a toujours été relativement simple, compte tenu que ça peut se faire à la maison d'un studio? Ça peut être du travail de programmation à la maison qu'on peut faire. Là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un lieu physique, en fait? C'est ce que je constate qu'il n'y a pas nécessairement. Là, Non, c'est ça. Maintenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup d'engins qui se sont comme rendus... très facilement accessible. Tu parles de Unity ou tu parles de Unreal, c'est des engins que, là, 10 ans, Unreal, il faudrait que tu payes une licence qui n'avait pas de bon sens, qu'aucun petit studio aurait été capable de se payer. C'est du open source, c'est ça, comme ça qu'on appelle? Maintenant, ils se prennent une cote sur tes revenus, on s'entend. OK, si tu fais de l'argent grâce au moteur qui a généré ton jeu, ils vont prendre un pourcentage. C'est dépasser un niveau de revenu, là, ils t'imposent une cote. Mais avant ça, tu peux produire autant que tu veux, puis vendre finalement le résultat de ton jeu. OK. Fait que ça a vraiment beaucoup aidé, justement, les petits studios qui... Tu te sers ton idée, tu n'as pas les moyens de te payer une licence à 200 000 $300 000, parce que c'est ça que ça Mais non, évidemment. Fait que dans le fond, toi, quand tu as commencé, est-ce qu'il fallait que tu crées ton propre moteur graphique ou tu pouvais te payer carrément ces affaires-là pour partir? Non, c'était impossible de te payer ça quand tu débutes, là, mais... il fallait soit que tu le fasses, soit qu'il y avait des trucs un peu sur Internet qui commençaient, mais bon, c'était pas la stabilité, c'était pas la puissance que les engins ont en ce temps. Puis, c'est pas pour rien aussi que j'ai commencé à travailler chez Ubisoft. Ben non, ça je peux comprendre, c'est pas la même game. Puis les gars, dans le fond, pour vous, dans le fond, le fait de s'installer à Saguenay ne représente pas nécessairement un inconvénient comme tel dans ce que vous faites, dans le genre de ce que vous faites? Absolument pas. En fait, ça nous empêche aucunement de produire ce qu'on fait. Puis en fait, dire qu'on s'est installé au Saguenay est quasiment dire qu'en fait, on a juste... Vous êtes resté à la maison. C'est ça, on est resté à la maison carrément, puis on est bien, mais je pense pas que ça va nous... peut-être éventuellement que s'il y a des avantages qu'on peut en recevoir de déménager, peut-être qu'on peut se poser des questions pour ça, mais ça me surprendrait. On est gars de région, puis on aime bien le Saguenay quand même. On vient d'ici. Ben non, mais c'est clair. Puis toi, Alex, dans ce que tu fais, est-ce que... Comme c'est plus on the field, je dirais, là, est-ce que tu sens que le fait d'être basé à Chicoutimi pose un défi, donne des avantages? Parce que je sais que, mettons qu'on pour situer les gens, ce que vous faites se compétitionnerait avec quoi si vous étiez à Montréal, mettons? Quel genre d'entreprise, quel genre de business fait un peu ce que vous faites? Ou vous êtes tellement unique que il
Tu peux pas me donner d'exemple, là, mais tu comprends-tu ma question, ce que je veux dire? Oui, ben, il y a beaucoup d'agences là, de business, de petites boîtes créatives qui font le même travail que nous autres dans la grande métropole, puis à Québec aussi. En région, on a l'avantage d'être les seuls. Dans les pour seuls? l'instant, oui. Les seuls, carrément? On est carrément les seuls là, à faire de l'immersif en région. Okay. La compétition la plus près est vraiment à Québec. Là. Okay. Donc, pour l'instant. Mais je pense que l'avenue d'Ubisoft va aussi favoriser l'éclosion d'entreprises techno dans ce genre-là dans les prochaines années. Donc, bon, jusqu'à quand on sera les seuls, je peux pas le dire, mais je suis convaincu que ça va venir, ce jour-là va venir. Au niveau, ça amène ses difficultés. Là. Ça amène son lot de difficultés. Est-ce que tu penses que c'est davantage, pour vous, mettons, d'un point de vue stratégique de business, est-ce que c'est plus un défi ou un avantage de faire, OK, on va se baser ici, on va être les seuls à le faire, puis on va être les seuls à défricher le terrain. Oui, on défriche, mais en même temps, on est les seuls à faire ce qu'on fait, tu sais. C'est un avantage. Tu penses que c'est un avantage, oui? Oh, ouais, c'est clairement. Versus de rentrer dans la compétition à Montréal et d'essayer de faire ta place à travers la meute, mettons. Absolument. Ça nous a donné la chance de pouvoir être les seuls puis de développer notre expertise puis d'avoir un marché qui était relativement libre. Tandis que si on avait été à Montréal, probablement que les débuts auraient été plus rough. La courbe d'ascension aurait cependant été plus rapide, sauf que la demande fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une courbe de croissance qui est suffisamment grande pour continuer à évoluer. Puis, les projets de l'extérieur viennent d'eux-mêmes maintenant parce qu'on s'est fait une réputation, puis on a été en mesure de le faire parce que c'est ça, le marché nous l'a permis rapidement ici. Là, vous avez fait récemment. Vous allez présenter au mois de juillet. Rappelez-moi la municipalité, excuse-moi. Héberville. Ouais. Oui, carrément dans le projet, il y a moyen, grâce au cellulaire, en scannant un QR code, là, qui sont des espèces de codes carrés avec les petits carrés, de créer une réalité virtuelle dans le cellulaire et de faire réapparaître carrément des monuments qui n'existent plus, c'est ça? Exactement. La réalité augmentée, en fait, là, ça nous permet justement de faire apparaître l'immontrable dans l'immédiat. Donc, de faire vivre des expériences aux touristes qui vont pouvoir avoir de l'interprétation sur des sites sans avoir de guide nécessairement ou d'avoir accès à une brèche dans le passé, de voir des bâtiments qui n'existent plus, qui étaient là autrefois. Puis ça, les gars peuvent en témoigner. Là. On a maintes et maintes projets dans cette orientation-là. Puis c'est super, ça, c'est un créneau qui est super le fun, puis qui vient combler aussi un vide dans le marché que les grosses entreprises n'étaient pas capables de combler parce que les budgets étaient trop élevés. T'sais. Si on pense, par exemple, à des Moment Factory de ce monde qui vont demander des extrêmes gros budgets, qui vont, oui, offrir un brand puis une valorisation, mettons, au site touristique, toutes les petites municipalités n'ont pas accès à ça. Donc, nous autres, c'est vraiment cette partie, c'est notre créneau. Au niveau des possibilités, les technologies avancent super rapidement. Aujourd'hui, on a accès à ces technologies-là dans nos téléphones. Demain, ça va être des lunettes. Oui, mais c'est ça que je me demandais, en fait. Est-ce que la lunette est plus proche qu'on pense, la lunette réalité augmentée dans laquelle les trucs vont carrément apparaître dans ta lunette? Absolument. Absolument. C'est sûr que c'est une question de quelques années. Là, ça peut être l'an prochain comme ça peut être dans 2-3 ans. Ça, on ne le sait pas vraiment. Il y a des spéculations, des produits qui s'annoncent. Jusqu'à maintenant, les produits de réalité augmentée dans des wearables, là, dans des lunettes, n'ont pas été assez suffisamment performants pour qu'on pense les intégrer dans des projets comme ça. Donc, ce qui est encore plus accessible, c'est de travailler avec des téléphones. Donc, on travaille avec les devices de monsieur, madame, tout le monde, ou encore on propose des tablettes. OK. Qui seront accessibles par les sites touristiques. Puis là, à ce moment-là, les gens auront accès à l'expérience. Mais ça vous force pas, les gars, à comme constamment changer votre manière de travailler? Tu sais, quand la nouvelle technologie arrive, qu'est-ce qu'il faut... Non, mais tu dois être constamment être pogné à recommencer à zéro. Tu fais comme, oh mon Dieu, OK, Google vient de sortir un esti de nouveau gadget. OK, comment il faut qu'on l'adapte pour ce qu'on fait? Non, mais c'est un problème, j'imagine, constant, là, parce que... Mais c'est notre réalité, c'est pas un problème. Non, mais je comprends, mais tu sais... Reste que il n'y a pas moyen d'être confortable et de t'installer de faire comme nous autres, c'est ça qu'on fait, on met des images dans un cellulaire puis c'est ça qu'on va faire pour les 50 prochaines années, tu sais, mettons. Je peux quand même en témoigner pas mal. Je dirais qu'on a des technologies qu'on a utilisées, des nouvelles technologies. En général, c'est positif qu'on en voit des nouvelles apparaître parce que justement, réalité augmentée, réalité virtuelle,
il y a pas longtemps, c'était quand même embryonnaire. Puis maintenant, quand tu en sors des nouvelles, en général, c'est pas mal plus facile de travailler avec. Oui, il facilite déjà les choses en place, en fait. Si on sert des nouvelles versions d'ARKit, par exemple, ou Hardcore, c'est déjà pas mal mieux que ce qu'il y avait il y a juste un an quand j'ai commencé à travailler à Stratolab. Là, c'est déjà le jour plein nuit. Okay. Surtout maintenant, c'est intégré, par exemple, dans Unity. Il y a une couche qui est de plus d'abstraction, si je peux dire, qui pourrait faire que si on travaille sur Android ou Apple, ça change absolument rien pour moi. Ça vient tout juste de sortir. On n'a même pas encore eu le temps de créer des projets avec ça, mais justement, je les guette des arrivées des nouvelles technologies parce que ça va nous aider dans notre travail. Mm-hmm. Par contre, des fois, c'est un peu l'inverse. On essaye des technos, puis ça fonctionne pas aussi bien qu'on l'aurait voulu. Ou ça meurt éventuellement parce que finalement, c'était pas la bonne affaire. Là. Ça, vous avez dû en voir passer des affaires que tu fais, finalement, ça a juste pas eu d'avenir. Ouais. Allô, la télévision 3D. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est de l'apprentissage, mais on est là pour ça. Si on n'aimait pas ça, on irait... on serait pas chez Stratolab. Non, c'est ce qui est super de permettre de donner des produits qui sont comme exclusifs aux clients. Il n'y a pas beaucoup de place qui pourrait le faire. Mais là, je voudrais aborder la VR. Avant, juste se rappeler au public s'il y en a qui... Parce que là, on parle de réalité augmentée et réalité virtuelle. Augmentée, on parle de, mettons, ce que Pokémon Go faisait, là, faire apparaître un élément dans une... Tu filmes avec ton cellulaire l'espace, mais dans l'espace, apparaît un élément qui est comme... à l'échelle, superposé. Superposé, exact. C'est le parfait exemple. Réalité virtuelle, on se met une lunette sur la tête puis on rentre dans un univers qui est autre. Immersif complètement. Là, la VR a intégré le monde du jeu vidéo depuis, au moins 3-4 ans à peu près. Là. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce que vraiment ça va prendre... Parce que moi, je trouve l'expérience agréable, mais sur le long terme, difficile. Est-ce que, d'après vous, le jeu vidéo va vraiment se développer autour de la VR? On parle vraiment d'un gadget à côté, puis que les deux vont... Ça sera pas... C'est-tu le futur du gaming ou on est plus dans un gadget, puis le gaming va rester le gaming? Ben moi, je pense que ça peut cohabiter. Par contre, le VR, je dois avouer que ça fait juste évoluer, puis ça fait juste se perfectionner. Donc, je pense qu'on ne peut pas retirer la même chose des jeux vidéo normaux de ce que le VR nous apporte. Donc, je crois juste que ça risque de cohabiter éventuellement presque être dans toutes les maisons. Là. Okay. Non, c'est ça, absolument, parce que, tu sais, dans un jeu avec du VR, il faut que ton concept il soit différent. Il ne faut pas que ça soit un jeu standard. Où Il faut que tu proposes une expérience qui est propre au VR. Exactement. Puis, tu sais, présentement, les inconforts que tu parles, justement, quand tu fais du VR, à un moment donné, tu viens fatigué, là, puis ton cerveau à la longue de comment je peux dire ça? Les stimuli sont trop intenses. Il n'y a pas un terme d'ailleurs pour ça, l'espèce de sickness qu'on ressent. C'est le motion sickness. Motion sickness, c'est ça. Ouais. Exactement. Tu sais, comme chez Ubi, il avait sorti un jeu, c'est Eagle Flight. Puis, tu sais, c'était un aigle, tu voles. Puis, tu sais, il a fallu énormément qu'ils travaillent sur des trucs pour rendre ça moins difficile pour la durée. Tu sais, comme par exemple, tout ce qui est à l'extérieur du champ de vision, là, c'est d'éviter le plus possible de mouvements là-dedans, éviter les mouvements rapides, ce genre de choses-là. Puis, quand tu simules énormément de mouvements à l'intérieur, ben là, ton cerveau, lui, il comprend pas. Là, il voit que tu bouges, mais ton corps, il bouge pas. Fait que c'est pour ça que, justement, le sickness, il embarque. Parce que ton cerveau, il dit non, ça marche pas. ça bouge, mais moi, je suis stable. C'est bon, quand même. C'est exactement le même phénomène que le mal des transports. Sauf à l'inverse. Parce que là, c'est une discordance entre les récepteurs de mouvement, les capteurs de mouvement de ton corps. Fait que quand tu es en voiture, puis que tu bouges, puis que tu regardes, tu lis un livre, par exemple, tes yeux sont en mode statique, mais ton oreille interne, elle, bouge constamment. En VR, c'est le contraire. Ton oreille interne est statique, donc elle est stable, puis tes yeux, eux, sont hyper stimulés. Fait que ça crée le même genre de mal de cœur pour cette raison-là. OK. Comme quand on fait du tapis roulant, là, puis une fois que tu arrêtes, tu as comme l'impression de continuer à avancer. Maintenant, même combat. C'est le cerveau qui est en même affaire, pareil. Je reviendrai au niveau du jeu vidéo indépendant. Là, au Saguenay, il y a vous autres Snowcone, mais est-ce qu'il y a combien de studios en ce moment à Saguenay? Est-ce que vous êtes les seuls ou il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Puis à Québec, on parle de combien, mettons qu'on se fait une... On a combien de studios indépendants de jeux vidéo au Québec environ? Est-ce qu'on a une idée à peu près ou on n'est pas capable de dire un nombre? Ah non, mais il y en a quand même pas mal. Là. Il y a la guilde des jeux vidéo, là, que justement, moi, quand j'en faisais partie, parce que maintenant, je suis plus un indépendant, mais il y avait au-dessus d'une trentaine de studios, là, facile. Là. Puis écoute, ça pousse, là, il y en a de plus en plus, puis c'est vraiment dynamique comme milieu. Mais moi, ce que je me demandais, en fait, c'est que... moi, je suis comédien, je viens du cinéma, puis il existe clairement, on peut voir du cinéma québécois, les séries québécoises, des littératures québécoises, mais
le jeu vidéo, on dirait c'est jamais orienté, puis pour moi, est une forme d'art, on s'entend, là, mais ça c'est comme, on dirait, jamais orienté pour être un produit dit... Est-ce que vous brandez comme étant un produit québécois ou pas vraiment? On s'adresse au monde, donc ton lieu d'origine comme studio a plus ou moins d'importance. Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Oui, je comprends absolument. Dans notre cas, on se brande pas québécois nécessairement. C'est pas quelque chose qu'on cache, mais c'est pas quelque chose qu'on met de l'avant nécessairement non plus. Je crois que c'est un marché qui est mondial, puis ce serait un peu fou de pas en profiter. Je veux dire, notre jeu il est quand même assez spécifique, puis je crois que si on vise juste les gens du Saguenay, c'est impossible qu'on fasse un profit. Non, je sais, mais mettons, tu sais... Mais je comprends. Est-ce que créez-vous en français, mettons jamais, j'imagine. Vous devez créer en anglais à la base ou ça va, la barrière de la langue, c'est pas si pire. En général, c'est assez mixte comment on crée. Si on lit les designs, nos game design documents, justement, il y a un peu de français, un peu d'anglais. C'est un mélange des deux. On est tous francophones, ceux qui travaillent, mais si on y va dans nos jeux en tant que tel, la première langue dans laquelle on l'écrit, dans laquelle on programme, c'est quand même en anglais. OK. Par contre, c'est pas nécessairement ça. Si je peux utiliser un autre exemple, le seul autre studio au Saguenay qui est officiel, Totema Studio, eux, par contre, c'est l'inverse. Ils sont plus orientés comme studio québécois en français et tout ça. OK. Fait que, mais est-ce qu'il y a une pensée au niveau du jeu vidéo au Québec de faire, OK, là, le jeu vidéo existe, mais on va créer une branche qui est comme une production qui est je dirais pas nationale, mais tu sais, le cinéma québécois a comme une teinte quand même. Tu as de la littérature québécoise, des histoires qui se passent ici avec des personnages qui ont une résonance pour les gens d'ici, en fait. C'est ce que je me demande dans cette forme d'art-là. Est-ce qu'il y a une multitude de studios qui tentent de donner une expérience qui vont résonner à la personne locale? Est-ce que le local, en fait, existe dans le jeu vidéo? Comprenez-vous ce que je veux dire? T'sais, mettons, les rockstars de ce monde vont créer un jeu qui va se passer à L.A., mais ça va être pour la terre entière. Là. C'est pas pour que les gens de L.A. se reconnaissent, sont comme « Oh mon Dieu, c'est ma rue, c'est là que je roule. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que, mettons, chez Ubi, vu qu'il y a 3 studios au Québec, est-ce qu'il y a une pensée de créer un produit qui parle aux Québécois ou plus ou moins? Pas obligé, non, au final. Là. Non, ben, chez Ubi, c'est sûr qu'ils visent le marché mondial. Oui, c'est ça. La grosseur que ça donne. Mais il y a des studios qui l'ont fait vraiment avec une teinte québécoise. Ouais. Je me rappelle plus des noms, là, mais il y en a un, c'est un studio canadien. Eux, le jeu, c'est un mode survie directement dans l'hiver. Ah oui, chez Kona, ça s'appelle ça. Kona, ouais. ça se peut-tu? Mais je me demande si c'est pas au lac ou au Saguenay. Ouais, c'est pas dans la région, ça? Oui, je pense qu'ils en auraient. Mais Kona, c'était une autre affaire, Kona, de ce que je parlais? Je pense que oui, mais c'était très mis de l'avant là, que c'était les Lands du Québec, puis au nord d'ici. OK. Puis il y a aussi un autre que c'est comme un jeu de détective, ça se passe dans les années 50, genre, je me rappelle plus exactement, mais c'est au Québec. Là. Puis il y a des références, là, quand tu vois le jeu, puis tu viens d'ici, là, tu vois les références, tu fais OK, oui, ils sont vraiment au Québec. Là. OK. Mais c'est pas nécessairement comme ça s'adresse au monde, le jeu vidéo. Ce que je pense, c'est que le jeu vidéo, la différence avec le cinéma, c'est que au cinéma, beaucoup de notre nationalité déteint dans la forme d'art résultante. Tandis que le jeu vidéo, c'est différent. On se prend pas nécessairement pour des Québécois pour faire nos jeux. On fait juste produire ce qu'on fait. Donc, c'est assez difficile de déduire qu'on est Québécois juste en voyant le jeu. Tandis qu'on voit du cinéma québécois, on le voit tout de suite. Il y a peut-être aussi le côté narratif, dans le sens où il y a une distinction entre un jeu que tu joues pour l'expérience gameplay versus l'expérience narrative. Ouais, même si je peux donner un exemple, l'an dernier, qui est, si je me trompe pas, le jeu indépendant le plus gros qui est sorti au Québec, qui est de Messenger. En fait, j'ai joué au jeu, je l'appréciais, j'ai vu plein de critiques. Puis c'est après que j'ai appris qu'il était québécois. Je savais même pas que c'était créé ici. Ouais. Mais tu sais, en même temps aussi, c'est que les jeux vidéo, là, ton terrain de jeu est pas mal plus large que, mettons, au cinéma. Que tu veux pas... T'es comme limité par le monde réel, si on pourrait dire. Tandis que les jeux vidéo, tu sais, un Candy Crush, il n'y a aucune référence à rien. Non, c'est ça. Puis, est-ce que pour un studio indépendant, le fait d'être ici à Saguenay, mettons, et puis aussi pour Stratolab, est-ce que il y a un objectif de grossir et de peut-être éventuellement avoir à bouger, ou vous pensez que c'est possible avec toute l'émancipation qui se fait en ce moment à Chicoutimi de créer une plateforme où il y a des très grosses business dans votre domaine et que c'est une plaque tournante, en fait, de la région? Même si on est... Parce qu'en fait,
on a l'impression que il y a un phénomène j'appellerais d'exode, là, que les gens quittent la région pour aller s'installer dans les grandes villes, là, au lieu de l'inverse. Est-ce que vous pensez qu'avec une arrivée comme Ubisoft et de studios comme ça ici qui s'installent de plus en plus, on va peut-être avoir l'effet inverse puis qu'il y a moyen de devenir gros en région, tu sais? Absolument, absolument. C'est sûr que tant et aussi longtemps que la région va nous le permettre, on va rester ici. Pour la qualité de vie, à prime abord. Là, puis je pense que c'est un des gros atouts aussi là, au niveau du recrutement chez Ubisoft, de caler la shot là, de la qualité de vie, des paysages, de la campagne. T'as pas de trafic, t'es bien. Puis toi, Danny, mettons, versus il y a 10 ans, ça aurait peut-être été moins possible, mais maintenant, ça ne change rien. Là, on s'entend. Là, pour toi, c'est pas un désavantage de le faire au Saguenay versus ce que tu pouvais faire quand tu étais à Montréal. Là, ah non, mais ça fait comme j'ai dit plus tôt, là, j'avais comme la combinaison de ce que j'aime à l'endroit que j'aime avec les conditions de vie ici. Là, veux pas. Ouais. Tu sais, quand tu dis aux gens, parce que moi, à Montréal, je travaille souvent en collaboration avec Montréal et Québec, puis tu sais, eux, là, les meetings sont tout le temps genre à 9-10 heures parce qu'écoute, ils prévoient du temps de trafic. Tout. Moi, j'ai dit, regarde, moi, si c'était ça comme vous voulez, moi, ça me prend 15 minutes. Tu dis 1 heure de trafic, mais c'est 1 heure le matin, 1 heure le soir. C'est après ça, quand tu as des enfants passés à la garderie, ça peut devenir assez intense. Mais je pense que Ubi aussi ont comme starté la marche en demandant finalement, en proposant aux employés qui étaient au Saguenay avant, qui se sont retrouvés à Montréal, de revenir en région, si je me rappelle bien. Ah oui, OK. La porte est ouverte pour les employés des 2 studios, à savoir, voulez-vous revenir? Ah non, absolument. Tous les premiers qui sont rentrés, c'est tous des anciens, du monde de la région, qui avaient de l'expérience. Okay. Puis on dit, écoute, on va saisir l'occasion de revenir proche de nos familles. Puis la volonté d'Ubisoft, est-tu de vraiment mettre en place un maximum d'employés de la région ou ça, c'est plus ou moins un critère nécessairement? Non, c'était vraiment un critère d'aller chercher le plus de monde de la région possible. Créer une rétention, puis de garder les gens dans le coin, en fait. Exactement. Plutôt que créer l'exode. Puis tu sais, l'arrivée d'Ubisoft, moi, je l'ai senti quand j'avais mon studio. Quand on arrivait pour aller recruter des gens à l'extérieur, souvent, ce qu'ils nous disaient, c'était bon, ben, c'est beau, si je veux travailler pour toi, ok, parfait, mais après, si ça marche pas, c'est quoi mes options? Ben là, on avait tout le temps, on n'avait pas le choix de dire, ben, il n'y a pas d'autre option. C'est de déménager. Fait que je pense que l'arrivée d'Ubisoft, ça va amener du monde. Ouais. Le monde, après ça, tu sais, il n'y a personne, quand tu rentres chez Ubisoft, il n'y a pas un contrat qui dit, là, t'es obligé de rester là à vie. Fait que, puis à Montréal, ça a fait ça. Il y a beaucoup d'ex d'Ubisoft qui ont starté plein de startups, plein de petits studios indie. Puis je pense que ça va amener une vibe qui fait que ça va être plus facile d'attirer du monde parce qu'il va y avoir d'autres mondes à côté. Puis au niveau de l'indie, j'imagine qu'à la minute que Ubisoft te prend sous son aile, c'est plus de l'indie. Mais mettons, Snowcone développe un jeu. Est-ce que ça se fait dans le monde, là je parle vraiment néophyte, mais est-ce que ça se fait dans le monde du jeu vidéo de faire Ubi trouve leur projet intéressant, décide de s'associer à eux, de faire comme hey, on va vous donner du gaz financier, produire votre affaire, on va mettre notre bannière, puis vous êtes oui. Sous la Ubisoft, tu sais. Ouais. Oui, ça se fait. Là. Ils publient des jeux de d'autres studios. Puis aussi. Mais le studio comme tel garde sa forme d'indépendance, si on veut. Il peut après ça reproduire ses affaires. Ils ne deviennent pas liés automatiquement. Si Snowcone peut produire un jeu avec Ubi, il peut ça faire ses affaires, là, j'imagine. Exactement. Okay. C'est ce qu'on appelle un publisher. Fait juste, c'est un contrat d'un jeu. Puis après ça aussi, il y a suite, c'est les 2 parties qui décident. Okay. Mais tu sais, Ubi, ils ont des concours universitaires, ils ont des concours indie pour qu'ils donnent justement de l'aide, de l'argent pour. L'idée, c'est que plus que le monde qui en fait, plus que de l'expertise, tout le monde est content, tout le monde gagne. C'est un peu la vision. Parlant justement de jeux qui pourraient peut-être passer sous la bannière Ubi, les gars, pourriez-vous nous décrire en fait, j'ai même pas le nom de votre jeu encore, qu'on a parlé en début d'émission. Sur quoi vous travaillez présentement? En fait, en ce moment, c'est encore un nom de code, si on veut. Okay. Il s'appelle Unleashed. OK. T'es pas obligé de le dire. Hein, si non, c'est pas un secret. Il n'y a pas encore de NDA signé. T'es safe. OK. Parfait. Je dirais, notre jeu, c'est quand même un mix de plusieurs genres, mais assez focusé quand on joue en tant que tel. C'est un jeu qui est quand même de type side-scroller beat'em all. En 2D. Il y a beaucoup de jeux qui existent dans ce style-là, qu'on voit souvent les personnages qui se déplacent de haut en bas. T'as-tu des exemples, mettons, juste pour des références existantes déjà? Je dirais qu'il y a beaucoup les jeux de Vanillaware qui existent comme Odin Sphere et tout ça, qui sont relativement similaires. Des fois, d'autres jeux beat'em all comme Scott Pilgrim vs. The World, des choses comme ça. OK. C'est quand même assez spécifique, mais justement, ce qu'on trouve qui est un peu déplorable, c'est qu'il y a moins de jeux ce temps-ci qui sont dans ce style-là. On a mis beaucoup d'éléments aussi de progression de personnages qu'on trouve qui sont manquants à ce style-là en général. Donc, d'avoir des habilités qui vont évoluer au fil du jeu.
mais quand même d'avoir une possibilité de jouer en coopératif avec tes amis. Puis ça, mettons, là, quand tu produis un jeu indépendant comme ça, c'est quoi le timeline? La mise en marché aussi, comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes hébergé par, mettons, est-ce que tu te ramasses sur, voyons, c'est quoi la plateforme de vente de jeux? Steam ou, mettons, tu veux te ramasser sur la bannière Stadia éventuellement ou carrément toi-même diffuses ton propre jeu? Comment ça marche, la diffusion d'un jeu vidéo indépendant? En fait, il y a quand même beaucoup de possibilités selon si on sort sur mobile, console, PC. Nous, pour l'instant, notre jeu, on se travaille seulement sur PC, mais on travaille d'une manière à ce que si on veut le porter sur les consoles, éventuellement, ça va être possible de le faire. Par contre, il faut payer les développements, le temps de le faire, tout ça, ce qui est plus difficile dans notre cas, surtout qu'on roule sur un budget de pratiquement $0. C'est parfait, je comprends complètement ce genre de budget. Exact. Ben, en même temps, c'est vraiment un gros avantage parce qu'on travaille à temps partiel, puis justement, ça nous donne... On est moins strict dans les deadlines pour ça, justement. Ouais. Mais pour ce qui est de la diffusion, éventuellement, on veut trouver un publisher parce que je crois que le marketing, c'est souvent ce que les gens ils sous-estiment dans un jeu indépendant. Puis pourtant, c'est tellement important. Il y a plusieurs possibilités comme Steam, justement, mais des fois, il y en a qui sortent directement, par exemple, avec Ubisoft sur Uplay ou même des fois des deals qui se font avec Epic Games. Eux, je sais que si tu sors sur leur store, tu as un temps d'exclusivité, mais ils te payent garantie, par exemple, 50 000 copies. Même si tu en vends 15 à ta famille, ils te donnent l'argent pour 50 000. Fait que c'est quand même... En général, les gens refusent pas. Puis dans la mare, il y a moyen quand même de rentrer dans ses sous, de vivre de ça, en fait. Ou mettons, il faut avoir en tête, comme un comédien, d'avoir un side job pendant un bout de temps. Dans la création d'un jeu, de faire, je vais prévoir quand même de travailler ailleurs aussi parce que le jeu vidéo ne va pas nécessairement me rapporter comme les musiciens de ce monde et autres artistes. Éventuellement, on aurait pu travailler, par exemple, sur notre premier jeu, vivre de subventions, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout l'avenue qu'on a souhaité faire. C'est justement de garder notre studio indépendant comme une side job. Au moins le temps d'en sortir un. Après ça, on verra. Il n'y a rien du tout qui dit qu'est-ce qui va arriver. Mm-hmm. Mais pour l'instant, justement, on garde nos options ouvertes plutôt que de se donner des deadlines ou des objectifs qui vont être un peu impossibles à prévoir puisque justement, c'est notre premier jeu. Est-ce qu'on va en vendre 15 copies comme je disais tout à l'heure ou on va en vendre 1 million? Aucune idée. Mais j'avoue qu'une fois que c'est produit, il n'y a plus de coûts de production, là, dans le sens que... Puis même là, des coûts de production, je dirais que ça reste nul tant que ça c'est assuré de notre front, là, finalement. Ouais, une fois que tu as le matériel qui te permet de créer le produit, tu n'as pas rien de physique nécessaire, en fait. En fait, notre plus grande dépense, c'est quand on fait des sorties aux conventions. Donc, prendre un kiosque, puis tout ça, c'est littéralement... Un roll-up. Ouais, se payer notre roll-up, ça a été, je pense, notre plus grande dépense cette année. Fait que c'est une implication de temps, mais c'est pas nécessairement un risque financier se lancer dans le jeu vidéo. De la manière qu'on l'a fait, mais il y a la plupart des studios qui fonctionnent quand même pas comme nous. Non, c'est ça. Nous, quand on a parti, on a vraiment commencé, OK, parfait, temps plein. Puis ça n'a pas tout le temps été facile. Mais tu sais, il y a des affaires pour t'aider. Tu sais, il y a la FMC, un peu, ils subventionnent les jeux, ils donnent un coup de main, ils donnent de l'argent qui te permet d'avancer. Parce que, tu sais, quand tu arrives avec un plan d'affaires qui dit, bon, la prochaine année ou les 2 prochaines années, il n'y a pas de revenus. On va attendre à la fin, puis ils disent, OK, parfait, fait que vous allez faire combien? Je sais pas. Fait que, tu sais, c'est difficile d'aller chercher du financement comme ça. Ça prend vraiment du monde qui sont allumés et qui comprennent un peu le domaine. Mais tu as quand même des outils. Mais nous, quand on a commencé, c'est sûr qu'on a fait notre jeu, un peu comme souvent les gens font. OK, parfait, nous, on va lancer ça, on lance ça, puis finalement, le jeu, il se donne notre full pin, ça va bien, mais zéro monétisation. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Fait que là, à partir de ce temps-là, on a comme fait, OK, parfait. Fait qu'on a commencé à faire des contrats avec d'autres studios que du outsourcing, dans le fond, parce qu'on n'avait pas le choix. Là, il fallait du outsourcing, qu'est-ce que tu veux dire exactement, en fait? C'est souvent des studios qui ont beaucoup de travail à faire, qui n'ont pas la main-d'œuvre. Fait que dans ça, là, il y a donné un contrat. C'est de la sous-traitance pour faire, on a besoin que vous fassiez ça pour notre jeu. Exactement. Vous le faites pendant un bout de temps. Puis étant donné que ça faisait un bout quand même qu'on roulait dans l'industrie, on avait des contacts qui nous ont permis de dire, bon, parfait, faites-nous telle partie du jeu, on va vous donner un petit montant. Fait que là, ça payait le loyer, ça payait les employés. Okay. Souvent, en temps de boss, tu payes des employés, puis ce qui reste, tu dis, bon, parfait, moi, ce mois-ci, je me paye pas, mais sinon, c'était des up and down, mais
au final, oui, tu peux en vivre quand même. Ouais. Faut que tu sois prêt à tout mettre sur la table et dire, c'est sûr mais là, tu peux en vivre comme créateur, là, on s'entend, là, pas comme programmeur. Là, il y a moyen d'être employé, mais là, tu parles vraiment de comme générer sa propre boîte et je pense, j'ai un petit point là-dessus. Vas-y, mon Puis, Alex. on parlait tantôt des difficultés en région. Ben, je pense que le financement, ça fait partie aussi de la réalité. Là. Un avantage? Non, c'est pas un avantage parce que c'est l'accessibilité au financement dans ce genre de projet-là. Ils vous considèrent plus à risque, donc ils vont pas financer. Absolument. En fait. C'est une communauté de financement qui est aucunement habituée à ce genre de projet-là, à ce genre de risque-là. C'est sûr que pour les bailleurs de fonds, c'est difficile de comprendre cette réalité-là puis de comprendre la valeur que ça peut avoir aussi à moyen long terme. Est-ce que tu vis la même situation avec ce que tu fais qui est comme un créneau un peu différent? Absolument. Ouais. Absolument. J'imagine que ton produit est encore moins simple à faire comprendre que le jeu vidéo. Le jeu vidéo, au moins, les gens font comme oui, c'est la manette. Là. Mais j'imagine que toi, expliquer genre oui, on fait de la réalité augmentée, tu dois avoir des sourcils qui se lèvent de temps en temps. Là. Absolument. Mais sur Montréal, ils n'ont pas cette réalité-là parce qu'il y a une communauté, il y a des sources de financement, il y a de la mobilisation qui se passe. C'est en train de se mettre en place au Saguenay actuellement. Ouais. Mais il y a 4 ans, c'était pas le cas. Est-ce qu'il y a une mentalité de faire « faut qu'on développe ça si on veut garder une jeunesse dans le coin. Tant qu'à perdre des jeunes qui étudient ici et qui s'en vont après ça, utiliser leurs connaissances pour les développer ailleurs. » Est-ce que vous diriez que la région est éveillée à ça? Ou ça commence? Ouais. Il y a des super de belles initiatives qui existent comme le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'occupe à faire des connexions. Puis le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quoi en fait exactement? Le Hub, c'est un organisme qui a été mis en place qui permet justement la connexion entre les différents acteurs du numérique dans la région. Okay. Puis qui a aussi comme mandat de s'occuper à ce que la région devienne un environnement favorable pour l'éclosion puis l'émancipation là, des entreprises numériques. Okay. Donc, entre autres, des entreprises comme la nôtre. OK. Oui, ben justement, je crois que dans la région, c'est un peu de deux côtés. Comme l'a dit Alex, il y a beaucoup le niveau culturel, le niveau digital, le niveau de la production qui veut que ça avance. Mais en même temps, au niveau des institutions financières, puis tout ça, c'est encore, je dirais, plusieurs années en arrière. Nous, par exemple, avec Snowcone, on a eu des opportunités, finalistes de concours, puis tout ça. Mais on sait qu'il y a eu des droits de veto qui ont été utilisés contre nous parce qu'on est dans le domaine du jeu vidéo. Okay, c'est à ce point-là. Dans les concours, dans le fond, c'était pas des concours de jeux vidéo. Vous étiez avec d'autres entreprises. Exact. C'est parce que le jeu vidéo vous a handicapé, en fait. Ça a été un handicap au point qu'on était supposé être finaliste puis ils nous ont enlevé de la liste. OK, carrément. Il y a un préjugé, une certaine forme de préjugé encore, genre, en fait. Oui, mais en fait, il faut dire que dans ce temps-là, les derniers studios indépendants qui avaient été au Saguenay, ils venaient récemment de fermer. Oui. Donc, les gens qui étaient aux institutions financières, ils avaient perdu de l'argent avec cette histoire-là, puis ils ont eu un gros préjugé juste parce que c'était encore frais dans blessure. Ah non, t'as raison. Nous aussi, là, moi, quand je me suis parti, on en a entendu parler énormément. Sauf qu'à un moment donné, on a réussi d'en trouver un qui était allumé, qu'il avait travaillé à Montréal, justement, sur le plateau en développement. Puis il était arrivé ici en région, puis on a fait « OK, fine, on a trouvé notre body », parce que ça a vraiment fait une différence, parce que c'est ça, à chaque fois, c'est difficile à vendre comme produit, parce que c'est matériel, c'est pas une usine que tu as des boîtes qui sortent à chaque jour, là, t'sais. Fait que... mais... on est encore en retard sur ce développement-là. Parce que c'est beau avoir la volonté, mais après ça, quand tu arrives, tu dis bon, OK, parfait, on va le faire, donnez-nous les moyens. Là, ils font c'est difficile, là, c'est dangereux, c'est pas facile à financer, puis il n'y a pas de revenu absolu au bout de la ligne. Non, c'est ça. Ça rentre pas d'une grille. Puis au niveau de la main-d'œuvre, est-ce que ça. Je sais que là, il y a Chicoutimi qui offre un programme en programmation, mais est-ce que Ubisoft a-tu eu du mal à trouver son monde ou il y a suffisamment de gens puis le marché est déjà saturé où on cherche du monde? Est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre, des jeunes ou des programmeurs, du monde qui veulent écrire des histoires pour Ubisoft ou peu importe, qui sont là, disponibles, ou il faut les rapatrier en région ou investir dans nos instituts, nos écoles primaires, secondaires pour véhiculer le fait que si tu veux faire ça dans la vie, mais c'est maintenant possible de le faire au Saguenay. Il faut investir parce que les programmeurs, parfait, OK, il y en a plein qui sortent ici, mais comme les animateurs, c'est hyper difficile. C'est quoi la différence entre un animateur et un programmeur, en fait? On peut laisser faire cette question épineuse. Vous autres, les gars, vous êtes programmeurs. Animateur, c'est quoi? Il va animer les personnages, tandis que le programmeur va faire vraiment les mécaniques de jeu. OK, carrément, OK.
Je comprends pas plus, mais... ça va être plus rapide de dire ce qu'il y a en commun entre les deux postes, je pense, pour ceux qui travaillent sur le jeu. Mais c'est vraiment côté mathématique, côté artiste. Il n'y a pratiquement rien en commun au day-to-day. OK. Fait que le programmeur va mettre en place physiquement ce qui va se passer visuellement, mais les interactions, l'idée sera l'animateur, dans le fond. Il n'y a pas de manette sans programmeur, en fait. Là. Toutes les interactions du joueur vont être véhiculées par le travail du programmeur, puis l'artiste, tout ce qui est visuel, en fait. Mais l'animateur va quand même faire de la programmation, ou non? Non, il va bouger les personnages. C'est lui qui va faire tous les mouvements des personnages ou des animaux, peu importe. Mais ça, tu vois, il n'y en a pas nécessairement une tonne dans le coin. Non, c'est ça. Mais le programme à Chicoutimi est seulement de programmation, donc? Exact. OK. Puis, tu sais, Lucas qui est en collaboration avec le NAD, où c'est qu'eux forment les animateurs et tout ça, mais le NAD, il est basé à Montréal. OK, fait que une fois qu'ils vont là, nécessairement, ils vont peut-être essayer de trouver une job dans le coin. C'est ça, exactement. Puis souvent aussi... T'sais, nous, au studio, on a soit des gens qui ont beaucoup d'expérience, justement comme moi, qui sont rendus vieux, qui ont des enfants, qui disent, on va y aller plus peinard en région, ou soit des jeunes crinqués qui sortent de l'université, qui sont tout neufs. Mais il y a comme l'entre-deux, les intermédiaires, qui c'est un peu plus difficile, parce que souvent, leur carrière est ailleurs, puis ils ne sont pas prêts encore à revenir. Fait que, il y a ça qui est plus difficile à aller chercher. Puis les animateurs aussi ne se limitent pas nécessairement aux jeux vidéo. Ils peuvent se ramasser dans un Pixar de ce monde puis faire des films d'animation 3D finalement. Oh, ou travailler carrément avec vous autres, en fait. Absolument. Oui, c'est ça. Que c'est pas nécessairement limité au jeu. Toi, d'ailleurs, est-ce que le fait de côtoyer constamment le jeu, Alex, te fait te demander si, à un moment donné, tu vas pas carrément créer quelque chose qui va être du jeu vidéo ou on reste complètement dans l'outil... touristique, social, pour les entreprises. Parce que, mine de rien, il y a un côté narratif qui s'inscrit dans votre travail de plus en plus. Là. Au départ, vous recréiez des jeux. Vous aviez fait, il n'y a pas une ville, vous avez recréé carrément un bâtiment ou une église? Ah, c'est le projet Arvida Cité de l'Aluminium? Probablement. Ben, en fait, parce que, tu sais, moi, je me rappelle... La ligne est mince entre ce qu'on fait et le jeu. En fait, on appelle ça le jeu sérieux. Moi, c'est ça que je me demandais, en fait. Est-ce que ta compagnie, tu fais comme, OK, je suis pas dans le jeu, mais je suis dans le jeu, parce que, surtout, en plus, pour moi, la VR est une zone de jeu qui n'est pas encore claire, là, je sens qu'il y a beaucoup de jeux VR qui sont une espèce de pavé dans la mort. Ça, c'est une expérience de jeu, on l'essaye, puis les gens vont-tu aimer ça ou pas? Ouais. Fait que, est-ce que, sur le long terme, tu te dis, peut-être qu'on va finir par s'inscrire comme étant une compagnie de jeux vidéo VR, ou pas vraiment, on va rester dans le... Tout pourrait arriver, en fait. Tu fermes pas la porte. Non, on ferme aucunement la porte à ce genre d'ouverture. Mais est-ce que ça t'intéresserait nécessairement ou non, toi, carrément, tu veux... Sachant que la production de jeux vidéo demande beaucoup de financement, pour l'instant, c'est pas un objectif. C'est pas une avenue qui serait dans nos plans. Sauf qu'éventuellement, peut-être dans quelques années, là, quand la partie un peu plus jeu sérieux sera profitable, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à regarder. De faire nos propres productions. On a déjà commencé à penser... peut-être de graviter dans le court-métrage VR ou d'essayer de développer aussi des expertises un peu on the side pour nous permettre aussi d'exploiter ces technologies-là puis de voir un peu jusqu'où on peut aller avec. C'est un peu ça qu'on a fait d'ailleurs là, à travers tous les projets. Là. Puis, moi, Danny, je sais que c'est la question que tu ne veux pas entendre, mais est-ce que le faire partie d'un grand studio, c'est le retour aux anciennes amours? Est-ce que ça te manque, l'indépendant, ou les grands moyens d'Ubisoft, c'est quelque chose qui est dur de passer à côté? Ça dépend de la personnalité, j'imagine, de chacun. Là. Non, puis ça dépend aussi... tu sais, moi, j'avais vécu... d'avoir vraiment mon studio, prendre toutes les décisions, tout ça, c'est sûr que ça drive et compagnie. C'est vraiment, là, c'est intéressant comme défi. Mais en même temps, un gros studio, d'avoir les moyens, on le dit en blague, nous, chez Ubisoft Saguenay, c'est que c'est un start-up avec des moyens. On a commencé, là, on faisait des meubles. Je veux dire, ça a commencé. Oui, tu montais des meubles Ikea. On montait des meubles Ikea parce que là, il n'y avait personne qui était arrivé, puis on faisait ça, mais on disait, tabarouette, il arrivait, puis... OK, le studio, il rénove tout ça, il installe toutes les affaires. On était là, nous autres, on tripait. Là, hey, on a tout le top. Yes, on embarque là-dedans. Sauf que, c'est ça, il y a un peu de mélange des deux. C'est sûr que de travailler sur des grosses productions, c'est le fun, mais je pense que c'est vraiment une question. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Ça dépend qu'est-ce que tu recherches là-dedans. Ouais. Mais est-ce que à Ubisoft Saguenay, un peu, finalement,
un step entre faire seulement sa tâche et être multitâche, si on veut. On a plusieurs chapeaux, là, c'est ça. On est 50 quelques dans le studio. Puis, on travaille déjà sur 3-4 projets. Fait que c'est juste pour vous dire qu'on a des petites équipes, on est beaucoup plus agile. Puis on est quand même un certain nombre qui viennent de l'indie avec justement les pratiques. OK, parfait, on a quelque chose à régler, on le fait tout de suite. La hiérarchie est pas mal plus flat, que je pourrais dire, à comparer des gros studios standards. C'est sûr que quand on collabore, on n'a pas le choix de tomber dans ces patterns-là, de dire, bon, ben parfait. Mm-hmm. Parce que, quand tu as 500 personnes, il faut que l'information circule. Là. Tu peux pas dire, ben on a fait ça sur le coin d'une table, puis ça va être ça, puis t'as pas le choix. Mais je pense qu'on a un beau mix entre les deux. Là. On a tous les moyens, les projets qui sont d'une grosseur ubisoferienne, que je pourrais dire ça. Ubisofesque. Ubisofesque. Mais avec la taille d'un petit studio indie, puis c'est très dynamique. Là, on connaît tout le monde, on rentre le matin, on jase. C'est pas comme... Tu veux pas, quand tu rentres dans un studio que 3000 personnes qui travaillent, tu connais pas tout le monde. Puis tu rentres, t'es dans l'ascenseur, puis tu sais même pas si les gens autour de toi, 3000, c'est ça à Ubisoft Montréal. Oui, ils sont 3000 sur 3 sites. Là. Fait que... non, il y a du monde. Là. Puis juste le PEC et le bâtiment principal, je pense qu'ils sont 1800. Fait que, ça donne une idée. Là, le principal, est-ce que c'est celui qui est sur Saint-Laurent? Oui. Oui, Saint-Laurent, proche des tous les buildings. Exactement. Puis je vais poser une question que tu vas répondre. Je peux pas répondre si tu peux pas répondre, mais est-ce que Ubisoft Saguenay a déjà son propre projet? Non, on n'a pas notre propre projet. C'est comme je disais, c'est une question de taille, on ne peut pas arriver. Mais un jour, éventuellement, c'est l'objectif. Je pense que oui, moi, c'est ça que je veux. Ouais. C'est ça que vraiment j'aimerais. Mais il faut avoir une certaine taille, puis aussi, il faut faire nos preuves. On ne peut pas arriver, hey Yves Guillemot, c'est comme le PDG. Ouais. Yves, donne-nous de l'argent, on s'occupe de ça, fais-nous confiance. On n'a jamais rien fait encore, tu ne nous connais pas. Oui, puis c'est une équipe qui n'a pas encore nécessairement travaillé à long terme ensemble, j'imagine. Non, exactement. C'est des gens j'imagine qu'il y a une cohésion à trouver en groupe qui d'ailleurs, pour moi, se ressent un peu dans l'annonce de c'est God and Monsters, c'est ça? Oui. Qui me semble être une espèce de genre, hey, on vient de faire Odyssey, mais on a comme une idée, voici notre idée, puis Ubisoft a l'air d'avoir fait, ben oui, allez-y. Justement, parce qu'il avait prouvé qu'il était capable de faire des trucs. Odyssey, puis ça me semble être vendu comme le Zelda-like d'Ubisoft, ce qui pour moi est une très belle bannière à s'associer. Ça vient de chercher. J'ai hâte de voir une belle annonce de l'E3. Mais juste une petite chose, le fait aussi de travailler en collaboration avec d'autres studios, ça nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes, dans le sens qu'on n'est pas capable de faire notre propre licence, mais on est capable de travailler sur des licences qui sont vraiment cool. Tu sais, travailler sur Odyssey, on s'entend, c'est quand même un bon trip. Oui, j'imagine. Là, on parle d'un projet d'une immense envergure. J'aimerais en terminant, en fait, si on parle à des jeunes de la région là, qui sont au secondaire ou même au cégep, puis eux autres rêvent de travailler dans le jeu vidéo, quoi faire pour soit le faire au Saguenay ou encore ne serait-ce qu'à Montréal? Là, qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire ça dans la vie, travailler dans les nouvelles technologies? Tu viens ici à Chicoute faire ton programme en programmation ou il y a... C'est quoi le chemin de quelqu'un qui travaillait dans le jeu? C'est parce qu'on a tous joué aux jeux vidéo quand on était jeune, mais la phase entre le jouer et être l'artisan, c'est par où ça passe? Je pense que le mieux à faire, c'est de l'essayer. Il n'y a pas d'âge pour ça. J'avais 11-12 ans, j'avais déjà des logiciels pour créer des jeux. Puis ça existe déjà, ouais. Tu peux créer ça à la maison déjà. Pas besoin de prendre Unreal puis de faire un jeu super compliqué, malgré que c'est ça, mais tu sais, même si c'est du RPG Maker, peu importe, quelqu'un de jeune il va pouvoir créer ses personnages, programmer des petites fonctions de rien du tout, même si c'est juste glisser des éléments. Ça va quand même orienter déjà la personne, parce que le marché du jeu vidéo est tellement large. On peut pas dire va en programmation à Chicoutimi. Peut-être que la personne aime mieux être un artiste, aime mieux faire de la musique, aime mieux être comédien en voice acting, peu importe. Je crois que le mieux, c'est de l'essayer. Parce que ça coûte à rien maintenant d'essayer de créer un jeu, même si ça meurt dans l'œuf puis que le jeu il prend 1 minute de faire du début à la fin. Je crois que c'est la meilleure chose à faire pour quelqu'un qui commence. Ouais. Puis je crois aussi qu'il faut pas oublier que c'est une forme d'art qui, comme toutes les autres, doit être drivée par de la passion. Puis c'est minimum ça. Quand même que tu vas travailler chez Ubi, je pense que tu as besoin de la passion quand même. C'est un moteur. Puis je crois que... du niveau indie, c'est encore un peu difficile nécessairement de se dire qu'on va starter sans rien, pas nécessairement de financement, pas de salaire. Mais je crois que là, c'est encore plus la passion qui doit te driver. Tandis que quand tu embarques dans Ubisoft, je suppose que tu as un petit peu plus de stabilité d'offerte. Fait que
je pense que les deux voies permettent à la plupart des gens de pouvoir s'envoyer dans le domaine maintenant. Ah, puis tu sais, stabilité ou pas, il faut que tu sois passionné. Il faut que tu aimes oui, absolument. Si on était un programmeur qui avait pas de passion pour le jeu vidéo, on irait dans la programmation standard, c'est pas mal plus payant. Programmation standard, t'entends quoi par ça exactement? Je veux dire, programmeur de bureau en tant que tel, faire des applications. Des logiciels. Ok, ouais, ça me passionne, juste à l'entendre. Exact. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est une forme d'art, hein, le jeu vidéo. Pour moi, c'est à part entière. C'est pas le 7e art du cinéma, c'est ça. Je pense que le jeu vidéo est considéré comme le 8e. Puis ça souffre quand même encore, mine de rien, d'un certain préjugé. Mais pour moi, en tout cas, qui en a profité toute ma vie, je considère qu'il y a une expérience à aller chercher. Autant au niveau... Je trouve qu'en fait, c'est que le jeu vidéo rallie à la fois... l'expérience sensorielle que des fois l'art visuel ou l'art expérimental, la performance peut offrir, puis en même temps l'art narratif du cinéma, de la littérature, de la télé, etc. Ben les gars, écoute, ça fait 1 heure qu'on est là. Va falloir se laisser éventuellement aller souper. Ben merci beaucoup les gars, merci Danny dans le fond de chez Ubisoft Saguenay. Je vous souhaite un 3A d'ici 3-4 ans. Un triple Yes, Assassin's Creed qui va se passer, je sais pas moi, en Deuxième Guerre mondiale. Il en a parlé depuis tellement longtemps, j'espère que ça va arriver un jour. Alexandre Boudreau de Stratéolab, merci mon cher. Et Émile Fortin et Nicolas Filion-Lalancette de Snowcone Games. Ben, merci, messieurs, de vous être prêtés au jeu de Level Up. Merci à toi. Ben, merci encore. Ça a été un plaisir. Alors, on vous invite, si vous avez des commentaires à faire sur l'émission, à nous laisser une note soit sur Facebook, YouTube. On a également notre page Instagram, Level Up Balado. Alors, voilà, on vous invite dans 2 semaines à nous suivre pour notre prochain épisode ou écouter les autres épisodes si vous n'avez pas fait le tour encore. Alors, c'était Antoine Rivanlin pour Level Up. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.